je lance tout de suite. Merci beaucoup, la fille. Merci. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pénétré digitalement. Je fais des guillemets, naturellement. Ça n'est pas un mime, bien entendu. En fait, une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. En tout cas, j'aimerais pas être son avocat. Non, mais je m'étais lavé les mains, monsieur le juge. Ta gueule, Jérôme. Alors, évidemment, pas d'amalgame, not all policemen, but beaucoup quand même. Selon une enquête du média d'investigation Disclose, depuis 2012, il y a eu au moins 429 victimes de violences sexuelles commises par des policiers ou des gendarmes. Je vous rappelle rapidement la différence entre un policier et un gendarme. Il y en a un qui vit en ville, l'autre qui à la campagne. Alors, s'il y a des membres des forces de l'ordre qui nous écoutent, petit reminder, votre mission principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes, pas de remonter leur culotte quand vous avez fini. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue où, suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Voire même que de sauter sans le parapente. Et alors, quand ils tuent pas les gardiens de la paix, ils blessent bien. Et c'est pas que par accident. Il n'y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. Vous savez, c'est quand le ministère de l'Intérieur avait mobilisé 3000 hommes pour protéger un trou. Un trou avec même pas d'eau dedans. Un trou, quoi, avec du... un trou. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves. Et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Un petit florilège. Faut leur tirer dans la gueule. Je compte plus le nombre de mecs qu'on a éborgnés. Baisse ton canon, tir tendu. Faut les tuer. En pleine tête, dans les couilles. J'en ai couché au moins 4. Un vrai kiff, même à Counter-Strike. Personne ne prend autant de plaisir à massacrer des inconnus. Ces gros lâches, ils sont bien à l'abri à enchaîner les tirs tendus illégaux à l'arme de guerre sur des militants désarmés. Et à un moment, forcément, il y en a un qui craque. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Trop de bonheur, trop d'émotion. À mon avis, lui, il s'est craché dans le slibard, ça a coulé jusque dans les Rangers, quoi. Mais c'est normal. C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos en sarouel, des couronnes de pâquerettes, ambiance champêtre. On est plus sur le public de Trio que sur du Boko Haram. T'as le chef de section qui voit que le danger est réduit. Il dit « On tire pas, hein !» Et là, t'entends « Et le mec fait « Putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi ?» Mais oui! Mais oui! Et violent en plus! C'est les 2 critères de base pour devenir flic. Et si en plus tu sais compter et que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. Non, j'abuse. Une fois, j'ai rencontré un policier de gauche. Si vous aussi, c'est sans doute le même. Alors, d'où vient ce problème de violence récurrente dans la police et la gendarmerie, des agents de terrain, des préfets, du ministère de l'Intérieur, du président de la République, et bien des 4. Parce que si on y réfléchit bien, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui refuse la violence pour qu'il n'y ait pas de violence. Malin. Mais le souci, c'est qu'il n'y a jamais un ministre de l'Intérieur qui a réussi à reconnaître l'existence de violences policières généralisées. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que le nouveau ministre Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on ne s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et bien, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais
Présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci Pierre-Emmanuel pour retour. Merci. On peut rallumer les micros s'il vous plaît, Jonathan ? Ok. Bah, du coup, là, vous avez vu un peu. Donc, Laurent Nunez n'a évidemment pas manqué de réagir. Et, Ah ouais ? Bah oui. Il l'a pas évidemment. aimé ? Ah bah, pas aimé, non. Laurent Qu'est-ce qu'il a Nunez. fait ? Bah, du coup, je crois qu'il Il a a demandé au procureur de saisir. Je crois qu'il a déposé plainte. Il a porté plainte. Là, Ouais. il a porté plainte. Ouais. Juste après avoir dit qu'il était Charlie. Notamment en disant qu'on ne pouvait pas Voilà. comparer la police à Daesh. Voilà. Oui. Ah, c'est Voilà. ça Oui, c'est ça le truc incriminant. Donc voilà, mais hors dehors de cette question, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça ? Mais moi, je voulais rebondir sur. Et puis, évidemment, solidarité à Emmanuel Barré, Oui, qui est évidemment. chef de la répression. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu commençais Vas-y. à dire, parce que tu disais, bon, bah voilà, le ministre, là, il venait de dire qu'il était Charlie, et là, ça nous prouve que. Enfin, je pense que ça veut dire quelque chose de précis, en fait. C'est que justement, toutes ces affaires de être Charlie, etc., bah, en fait, c'était pas une question de défense de l'humour ou de défense de la liberté d'expression, c'était une question de défense de la civilisation blanche. Et je pense que là, plus il y a des plaintes et des trucs comme ça là contre des humoristes, bah, plus on se rend compte quoi, que c'était un prétexte. Voilà. Donc je pense que les masques tombent. Ouais, totalement. Ouais, c'est Sur la question de la liberté d'expression, tu veux dire ? Ouais, sur les pourquoi ? Sur les raisons politiques et les Oui, puis sur les sortes de journalistes. Ils peuvent tout dire, les journalistes peuvent tout dire, soi-disant. Voilà. Et c'est faux. Enfin, dès qu'ils disent un truc qui plaît pas au pouvoir et qui va à l'encontre. Dans la mesure de des ça, stocks disponibles. Voilà. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est bravo. Tu vois ? Ouais. Bah oui, c'est- Franchement, bravo à lui. Hein. parce que- Il y en a peu qu'on se courage. Non mais attends, Non, c'est vrai, c'est non mais vrai. vraiment, là on aussi bien j'allais dire d'un point de vue sérieux que d'un point de vue humoristique. Tu vois, alors d'abord d'un point de vue humoristique parce que c'est quand même le but, tu vois, des chroniques, etc. C'est pouvoir rigoler parce que sinon tu lis des articles, Ah oui. tu vois. Donc c'est il apporte cet angle-là complètement, j'allais dire, enfin d'une dérision poussée au maximum. C'est aussi pour expliquer la stupidité des Ouais. plaintes, etc. C'est donc la dérision poussée à son paroxysme et c'est vraiment la DA des émissions et des chroniques de Guillaume Meurice, Émeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré. C'est leur marque de fabrique. C'est d'en faire des tonnes, d'aller très très loin Ouais. dans l'absurde, dans le graveleux, etc. C'est leur type d'humour. Après, t'as le droit de pas trouver ça drôle. T'as le droit de pas regarder. T'as le droit de pas, j'allais dire, comment dire, soutenir, etc. Mais ça existe et c'est comme ça que eux font rire leur public et les Ouais. gens aiment ça. Enfin, je vois pas où. Attends, laisse-moi juste terminer mon propos. Donc ça, c'est vraiment pour le côté purement, j'allais dire, artistique, humoristique, etc. Et le deuxième point, c'est que moi, j'écoutais très sérieusement sa chronique et je trouve qu'elle est ultra, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, elle est ultra basée. C'est-à-dire qu'il a vraiment, tu vois, il a j'allais les dire, éléments. méthodiquement pris point par point toutes les dérives de la police et bien sûr en mettant ça en lien avec le système. Alors Ouais. il va pas aussi loin que Parole d'honneur bien sûr ou que les décoloniaux en allant sur le racisme systémique, en allant sur j'allais dire l'état racial, etc. Ce qui est normal, c'est pas son rôle. forcément son rôle, Ouais. mais je trouve que il brosse bien toutes les thématiques, tu vois, sur l'ultraviolence, sur tu vois, les agressions sexuelles, sur le fait que le ministère minimise, etc. Ouais. Je trouve que c'est du travail qui est très très propre et je pense que c'est surtout pour ça qu'il a été, j'allais dire, attaqué aussi violemment, c'est parce qu'il tape juste. Ouais, il pointe directement les responsables. Enfin, à la fin, là, quand il parle des différentes institutions, enfin, responsables de ça, bah, il tape exactement à l'endroit. C'est l'État qui est visé, quoi. Ah oui, Ouais, c'est l'État qui est visé et c'est, enfin, il montre comme de manière aisée que ça pourrait ne pas se passer en fait. Bon, nous, on sait que c'est pas le cas, enfin, que ça marche pas comme ça, mais voilà.
Après, moi, il y a un truc que je trouve génial dans cette chronique-là, c'est déjà, il arrive à soulever plein d'affaires, même une affaire, on en avait parlé la semaine dernière, qui était la question du viol. Je crois que c'était dans le commissariat d'Aubervilliers. Non, Bobigny. Au tribunal de Bobigny. Au tribunal de Bobigny. Deux policiers qui ont violé une personne mise en garde à vue et en attente de procès. Voilà. Et eux, par l'intermédiaire de leur avocat, ils ont dit que c'était un rapport consenti. Donc deux personnes en uniforme qui ont un rapport consenti avec une personne qui est dans une pièce close, quoi, où elle n'a pas le droit de sortir. D'ailleurs, c'est une vision personnelle du consentement. Je laisse juste, mais d'ailleurs, les organisations féministes ne sont pas du tout montées au créneau. C'est exactement ce que je voulais dire, Youssef. Donc ça, c'est un truc. C'est vrai. Même ce qu'on disait entre nous en privé, c'est que je trouvais qu'Emmanuel Barré était plus féministe sur ces questions-là. Mais c'était juste ce que tu disais. C'était juste. Mais voilà, mais dans le sens où en fait, c'est le seul qui a relevé cette question-là. Mais en fait, là, concrètement, l'État participe structurellement aux violences de masse, non seulement contre les Arabes, évidemment, ça on n'arrête pas de le dire. Les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, et évidemment. Les Roms. Et pas des Roms, mais aussi, du coup, forcément, les femmes. Et donc, les questions. Et là, c'est l'État. Donc, c'est vraiment l'État. Et dès qu'il faut aller au créneau contre l'État, là, bizarrement, il y a très peu de personnes qui y vont, quoi. Ouais, mais parce qu'il y a une difficulté où en fait, vu que le féminisme un peu mainstream, son angle d'attaque, c'est de dire qu'il faut plus de répression. Enfin, et c'est là un peu le seul rapport de force qu'elles ont trouvé. Bon, voilà, moi je pense que ça nous envoie dans le mur, mais bon, voilà. En fait, ça devient très compliqué très rapidement de faire les deux. En fait, à la fois dénoncer l'État comme l'origine, un faiseur de comme violence, étant l'ennemi principal, etc. Et en même temps, en étant forcé entre guillemets par leur stratégie de se tourner systématiquement vers lui comme étant la clé de la résolution des soucis des femmes en France, quoi. Mais c'est vrai que d'une façon générale, dans l'histoire, j'ai vu très très peu d'organisations féministes, enfin des organisations féministes accréditées, comme on dit, hein, d'accord, celles qui marchent avec l'État, disons-le, hein, les Fourest et autres. Ouais. J'en ai très peu vu qui sont intervenus contre les violences d'État faites aux femmes. Hein, et je veux dire en tant que tel, que ce soit aussi bien par la police, mais d'autres types, c'est très rare. En tout cas pour la police. Il y avait des campagnes par rapport aux je parle des féministes officielles, j'ai pas dit d'autres féministes. Par rapport aux plaintes qui étaient mal prises, etc. Donc il y avait des trucs en mode de réformer la police pour que les plaintes soient mieux prises. Mais au-delà de ça, moi non plus, j'ai pas vu. Alors qu'elles sont promptes très 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 souvent lorsque à même parfois faire le lien avec l'immigration. Ouais. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il y a un problème. Je voulais parler de l'humour, enfin des faiseurs d'humour, parce que c'est aussi la question qui se pose, c'est qu'on est quand même dans un pays qui a liquidé les guignols de l'info, qui a liquidé d'autres absolument, hein, qui s'en est pris aux humoristes. Et ça confirme l'idée, vous savez, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Hein. C'est que l'État a décidé de rire uniquement de ce qui lui est, de ce qui ne pose pas de problème, et en tout cas ce qui ne met pas en cause. Et dès l'instant où des humoristes ne peuvent pas mettre en cause l'État, ça ne sert plus à rien, je veux dire, parce que c'est le but du jeu, le fou du roi. Voilà, le fou du roi, exactement. Qu'est-ce que le fou du roi si le fou du roi n'a plus le droit de se moquer du roi? Or, voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement glauque quand même. Or, que ce soit par la censure privée, comme Bolloré pour les guignols de l'info, je crois que c'était ça, c'était Bolloré. Tout à fait, tu as raison. Ouais. C'est absolument incroyable. C'était une des rares émissions où on rigolait, puis il y en a eu d'autres, je crois, il y a eu c'est passé à France Inter. À France Inter. D'ailleurs, quelqu'un disait sur le chat là que ce monsieur, très drôle, qui est vraiment super. Pierre-Emmanuel Barré, voilà, avait été viré de France Inter par Val. Oui. Ouais. Justement, bien sûr, par Philippe Val, de Charlie. Donc on voit que... Guillaume Meurice... Non, il fallait finir ta phrase. Non, vas-y, je t'en prie. Mais Guillaume Meurice, il y avait eu cette fameuse polémique par rapport à Netanyahou. Oui, c'est ça. Le nazi sans prépuce. Oui, c'est ce qu'il disait aussi, on n'aime pas les comparaisons, là. Et donc, en fait, ce trio-là, parce que Aymeric Lompré leur a emboîté le pas, mais ce trio-là donc, était un peu les stars de l'humour sur France Inter. Et se retrouvant, j'allais dire, orphelins, si on peut dire, ils ont été récupérés par un Mathieu Pigasse. Tu vois, Mathieu Pigasse qui a racheté un certain nombre de médias, dont Radio Nova, et qui a donc recruté ces trois lascars, on va dire, pour faire c'est la matinale, je crois, si je ne me trompe pas, donc, et qui est en train de cartonner et qui est en train de supplanter France Inter, parce que France Inter est en train de se planter lamentablement. On a vécu au début de l'année. Je suis bien content. On a vécu au début de l'année le fiasco de Marie Saint-Filtre, qui est venu soi-disant pour pas faire de l'humour.
et ben ça a fonctionné, mais ça a tellement bien fonctionné que elle a été exfiltrée. Marie s'exfiltre. Je voulais juste vraiment, oui, c'est cool, cher à eux, mais quand même, ça avance. La droite va s'en servir pour dire il faut privatiser l'audiovisuel public et donc la Radio France. En faisant quoi? Et donc, plus tu vas. L'audience, En fait, pour moi, ça, l'audience. Pour moi, Bah ça, oui. ça rentre dans le truc global de d'échéance, enfin pas d'échéance, mais De destruction. Destruction Du du service service des services Ah oui. publics. Ouais, tout Tu à vas fait. faire en sorte d'enlever tous les programmes, les chroniqueurs talentueux que le public aimait, pour au final pouvoir justifier la privatisation. Oui, mais là, personne n'aimait. C'est eux qui sont France Inter, responsables. c'était pas mal il y a Ouais, mais quelques c'est eux années. qui sont Mais oui, responsables. oui, Nous, on mais- les a soutenus. Et Dieu sait que moi, franchement, Bah, moi aussi. j'étais Moi pas aussi. un fan, tu vois, BA de France Inter. Mais je reconnaissais quand même que France Inter, voilà, avait une certaine dose de courage de faire venir des Walidia, des Jamil Le Schlag, parce que Jamil, là, il y a eu une fausse sur Jamil Oui. Le Schlag aussi, les Guillaume Meurice, les Émeric Lompré, etc. Et on passe aussi un bonjour à Visorek, parce que voilà. Et Blanche Donc Gardin tout aussi. ça, on l'a Oui, toujours. Blanche Gardin bien également, sûr, hein. Blanche Gardin, qui d'ailleurs a, je crois, un film vient de faire un en film, salle oui. en ce moment. Donc allez le voir. Je l'ai pas vu, mais Moi, je j'irai sais le pas voir. s'il est Et, bien vu, faut voilà. pas conseiller direct. Si, On y va. Non, Moi, pour c'est le Blanche cinéma, Gardin. on Ne y va. serait-ce que pour Voilà. soutenir Blanche Gardin. hein. C'est de l'impôt révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, c'est C'est qu'à quoi un le titre moment. d'ailleurs Alors là, L'incroyable femme des tu neiges. mets une colle. Et, L'incroyable femme des neiges, c'est ça? D'accord. et ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, clairement, il y a une modification au sein des instances dirigeantes de France Radio, France Télévisions, etc. Et on sent que ça est en train de prendre un virage qui est pas du tout rassurant. Pas du tout rassurant. Et même justement, je te laisse après la parole, c'est que ce virage politique-là, c'est pas pour des questions d'audience. Hein. Ils le prennent pour des questions politiques, notamment sûr. par rapport à la Palestine. Par exemple, France Info, c'est typiquement C'est ce que par rapport à la j'allais dire, Palestine, ouais. vraiment très sioniste. France Inter, c'est la même chose. Et en Mais fait, bien du sûr. coup, à chaque fois, ça saute par rapport à la Palestine. Bah oui, est-ce que tu as remarqué par exemple sur France Info, moi je me balade beaucoup, je sais pas si vous le faites, mais je zappe beaucoup sur les chaînes d'infos, etc. Nathalie Saint-Cric de Sinistre Mémoire. Ah oui, oui, oui. oui. Elle est tous les soirs maintenant quasiment sur France Info. Tu sais, on Ouais. dirait la CPE quoi. Ouais, Tu ouais. vois, En fait, c'est genre elle est sur le truc, sur le plateau, et puis tu as les journalistes habituels parce que Ah ouais. ils l'ont ajouté au dispositif. D'accord. Moi je le sais parce que je regarde beaucoup Ouais. les dispositifs. Ouais. Et elle avant elle n'était pas là, et là depuis qu'il y a Non, eu mais les c'est- sauces et tout, elle est là. Avec ses yeux et tout, tu sais, et puis Ouais, des ouais. fois, elle met des petits cartons Elle comme met ça. tu vois, il faut, le problème c'est Mélenchon, tu sais, Un elle PV. envoie des, tu te souviens, elle avait sorti Ah ouais. un carton, le Mélenchon, problème un c'est, PV. ouais, Ah non, je me rappelle pas. bah oui, il y avait eu un truc, tu sais, c'est Attends, comme le mec qui trichait à Interville, là, tu sais. Ah ouais, ouais. Bah elle, c'est pareil, et... Mais c'est. Attends, c'est ça là-bas, non? Oui, Non. Mais c'était pour elle, ça? C'était pour la personne qui était censée interviewer. Non. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais, Et c'est aussi elle qui avait dit, après Charlie, quel qu'il crétin. faudrait rééduquer ceux qui n'étaient pas Charlie. mais oui, c'est Il faudra ça. les rééduquer. Mais Et oui, tout ça, mais oui. c'est cohérent. Et excusez-moi, je suis désolé d'accaparer la parole, mais je voulais dire Oh, c'est drôle, ça. un dernier truc concernant l'histoire de Pierre-Emmanuel Barré, etc. Parce qu'il pose vraiment la question des violences policières. Et dire qu'il y a comment dirais-je, une organisation actuellement qui fait un super taf. Ils étaient à la fête de l'UMA, ils font vraiment un taf incroyable. Stop aux violences d'État, Save, donc dirigé par notamment le frère et la sœur El Khalfaoui, Samia j'ai un trou, Hicham, pardon, et qui me pardonne, qui font un travail incroyable, et d'autant plus que eux-mêmes ont été malheureusement frappés par plus que cette violence policière. C'est un crime policier qui a eu lieu en 2021, août 2021. Ils font un travail incroyable et il faudra le répéter presque à chaque émission, et peut-être faire un focus sur le t-shirt qui est en haut. 435-1 m'a tué, c'est l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure qui donne quasiment un permis de tuer à la police. Un blanc-seing. Et qu'il faut absolument faire abroger, qu'il faut mettre toute notre énergie pour aider ces organisations, pour aider les familles de victimes qui s'organisent, et pour faire abroger l'article 435-1. Donc, si cette chronique excellente de Pierre-Emmanuel Barré peut servir à mettre en lumière ce combat, Ouais. et, parce que vraiment, on voit qu'il a travaillé. Ben, juste pour ça, ça vaudra la petite condamnation, l'amende, ou je sais pas quoi qu'il aura. Ouais, et vas-y, Yazid. Moi, j'aimerais aussi rappeler que, en même temps de tout ça, de cette pseudo-dinguerie qu'aurait dit Emmanuel Barré,
il y a une chaîne qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, I24 News. I24 News qui invite des progénocidaires. Là, j'avais vu, et ils ont invité déjà Olivier Rafovitz. Pourquoi tu dis qu'elle résiste, Non, mais voilà. Je veux dire, en tout cas, elle est encore là. Elle n'a pas été interdite d'antenne. Non, Voilà. mais elle résiste aux résistants, tu veux dire. Voilà, si tu veux. Bref, ils invitent par exemple Nili Naouri, qui est cette, avocate franco-israélienne qui va bloquer l'arrivée massive, enfin l'arrivée qui a une plainte de la nourriture à Gaza. Des denrées, Et qui soutient des convois humanitaires. Soutient explicitement le génocide, qui appelle à voilà, qui fait l'apologie. voilà, l'apologie qui appelle même à déporter les Palestiniens. C'est par les Yazidis. Elle fait pas de l'apologie. Mais c'est par les Yazidis. Oh. Ils invitent aussi Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Bon, ben ça, c'est pas un qu'il invite, classique pour eux. c'est lui qui invite. Il est chez lui. Il est chez lui. On avait par exemple, on avait par exemple des gens chez eux qui avaient dit. Donc là, je cite Daniel Antonelli. Salah Hamouri s'en sort bien de ne pas avoir été éliminé. Alors, il aurait dû finir exécuté. Voilà, donc ça, c'est Qui avait dit ça Antonelli, quelqu'un qui s'appelle Antonelli. Oh là là, non, mais c'est. Donc ça a été dit sur l'antenne de CNews. Ouais. Voilà, et des dingueries comme ça, il y en a plein. Ils relayent aussi toutes les fake news faites par Israël. Complètement. Toute la fake news des bébés morts, etc. Ah oui, par les Palestiniens. Ça a été les spécialistes. Voilà, je pense qu'ils passent pas un jour sans insulter Francesca Albanese, sans insulter Samir Khan, qui est le Rima Hassan, non Rima Hassan, naturellement. Voilà, donc vraiment. I24 est au-dessus des lois. Oui, bah, ça. Et c'est clair. I24 alors que est au-dessus des lois. RT, par exemple, RT, Oui. dès le début de la guerre en Ukraine, A été supprimé. Voilà. a été supprimé. C'est ça. Voilà, ça a été direct. Ça va, Le président lui-même, c'est quand il avait reçu Poutine à Versailles, là. Il l'avait reçu tout de suite. Oui. Il avait déjà mis les bases. Et puis, Oui. dès qu'ils ont pu, bim. Bing. Ouais. C'est comme l'histoire de l'orchestre à la Philharmonie. Hein, je veux dire, comment l'orchestre russe, juste après l'invasion de l'Ukraine, tout de suite interdit. Il y avait un festival Tchaïkovski avec un chef d'orchestre, je l'avais dit la semaine dernière. Eh bien, ce chef d'orchestre a été sommé de donner son opinion sur Poutine. Non mais c'est incroyable, hein. Ouais. Et bon voilà, donc on a la même chose qui se reproduit. Juste pour dire pour France Inter, parce que je voulais comme dire un mot là-dessus, c'est que France Inter, qui était la chaîne de référence quand même avant, qui était la radio de référence malgré tout. Oui. On ne demande pas à France Inter d'être partie prenante, mais il y avait un équilibre. France Inter faisait son boulot, une certaine neutralité d'État. C'est incroyable de voir comment France Inter se vautre dans l'idéologie pro-sioniste actuellement, mais d'une façon honteuse. Mais d'une façon sale. Mais vraiment, hein. Et c'est incroyable. Moi, j'ai pas reconnu. Non, mais Excuse-moi, il y a un exemple très frappant de ça. C'est Guillaume Erner, donc à France Culture. Donc, au matin de France Culture, qui dirige cette émission, il avait une sorte de journal de bord avec Rabi Abou-Jamous, qui était un journaliste à Gaza. Et à un moment donné, il lui... Vas-y. Non, je te laisse, termine. Et en fait, à un moment donné, il lui pose des questions, mais vraiment ignobles. C'est-à-dire, vous pensez pas que c'est la faute du Hamas, c'est génocide, etc., etc. En essayant, en fait, de totalement de le retourner. Voilà. Ouais. Je vous invite à regarder l'émission sur Arrêt sur Image entre Guillaume Erner et Schneiderman, où en fait, il démonte un peu tout ça. Et c'est vrai que ça a commencé avec Valls en 2007. Valls, ça a été la reprise en main de France Inter. France Inter est devenue une radio complètement idéologique. Alors ça, c'est amusant parce que... C'est le retour de l'ERTF, en fait. Mais exactement. Mais c'est exactement. Et qui ne dit pas son nom. Au moins, un moment où l'ERTF était la radio et la télé d'État en tant que telle, il y avait un ministre d'information. Vas-y. Non, mais il y avait un ministre... Bon vieux temps. Ouais, le bon vieux temps des colonies. Bah oui, le bon vieux temps. C'était sympa, il a raison, parce qu'au moins, il disait son nom. Des actualités Vous vous rendez compte françaises. qu'il y avait un ministre d'information Alain qui Perfit préparait... Il y a eu une bonne période, quoi. Il y a eu une bonne époque. Alain Perfit qui préparait le journal du soir. Dans le journal du soir était préparé par l'Élysée. Bon, bah, je vous passe ça. Mais tu sais, les films de Louis de Funès, Pas de surprise. Allô, monsieur le ministre. T'as toujours les films avec Louis de Funès. Il au prend moins- le téléphone dans la voiture. Oui, monsieur le ministre. Tout à fait, monsieur le ministre. Oui, tout à fait. Et c'était réel, en C'était fait. beaucoup plus clair parce Ouais. que se mettait en place une contre-information. Les gens savaient, bon, évidemment, comment tout va bien. C'était la télé, tout va bien, tout va toujours tout bien. Et donc, mais là, c'est terrible parce qu'on nous fait croire que d'une part, eh bien, la télé
n'est plus du tout une télé comment idéologique, est une télé qui est totalement libre, etc., que personne lui donne des ordres et autres. Et en plus, les télés privées, alors parlons-en des télés privées, je veux dire BFM, etc., CNews, on voit, ça veut dire que de toute façon maintenant... Toi, t'es plus BFM ou plus CNews? Je parle sérieux, là. Oui, regardez. Vous rigolez, monsieur. Non, Bah, il a une alors, vibe de je prof, suis il plus regarde Arte. CNews. Ouais. Je vais dire Pareil. Bah oui, parce que CNews, franchement, annonce la couleur. Ouais. C'est-à-dire qu'on on la regarde pas, et point. Ah Tandis ouais. que BFM va Ah, si, encore moi, je regarder... regarde, moi. Ah oui, moi je la regarde, mais de temps en temps pour rigoler, Ouais. avec la Ferrari qui est... Pascalou. Ouais, voilà, qui est quand même pas un bolide. Et donc... Les masses, hein. Enchaîne. bon, on enchaîne. Non mais... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des journalistes. C'est pas des journalistes, c'est n'importe quoi. C'est une bande de voyous là qui a un bar là et qui voilà. Puis avec le bar, je vous jure, je veux dire comment les pochetrons dans n'importe quel bar ont plus de réflexion, plus d'humanisme que non. C'est vraiment un égout. C'est un égout. Il n'y a pas d'autre comparaison que l'égout. Pour dire ce qu'est CNews. Alors BFM qui veut jouer aux gens un petit peu posés, distants, mais pas du tout. C'est pareil aussi. Je veux dire, Ça dépend des cases. je ne sais pas du tout. Ça dépend des cases. Alors maintenant, depuis quelques temps, CNews, BFM essaye effectivement de. Vas-y, Lila. Vas-y, Lila. Je l'ai menacé, ça a marché. Je rigole. Ah bon? Non, mais il faut en public, je vais dire que oui. Moi, je trouve que BFM, il y a un truc, on voyait ça quand il y avait genre la réforme des retraites ou des trucs comme ça, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un bon indicateur de quand on est bon ou pas, enfin de où est le rapport de force, parce qu'ils suivent un peu le rapport de force. Ah oui. Il y a un truc où en fait, quand c'est notre côté qui gagne, ou qu'on est bon, voilà, et qu'on a un peu les masses avec nous, Tu crois je sais pas quoi, bah un peu, ouais, ça bouge. Forcément, ça devient pas des camarades, enfin, ou c'est ni nos amis, ni machin, mais par contre, le traitement, je trouve, il est différent. Selon le rapport sur le de génocide, tu crois que ça a été? Non. Ah bah non, pas force. non. De toute façon, on n'a pas le rapport de force. Je sais pas Non, si non, t'as mais vu, là, pour BFM, je veux dire. j'avais pas suivi sur ça. Bah, ça, c'est, il y a eu Mais il y a eu des moments de différentes retournement, périodes. il y a eu Il y a eu différentes périodes. Mais par contre, Ils ont une ligne moins fixe. ils ont reçu, j'allais dire, il avait son rond de serviette, Olivier Rafovitch. Mais c'est ça. Ouais, mais tu regardes dans la dernière période, ça s'est Un peu tassé, ouais. ça s'est tassé. Ça veut pas dire que ça Oui, y c'est est, vrai, ils c'est sont vrai. devenus Ouais. pro-palestiniens et tout. Mais je trouve que ce que dit Lina est assez pertinent parce que moi je l'avais pas forcément perçu comme ça, mais c'est BFM vrai serait que plus sensible au ils rapport suivent de le force. sens du vent. Ouais. Ils suivent le Ils sens sont du un vent peu sur les gilets jaunes, sur la réforme des retraites. C'est-à-dire que ils ont un côté un peu populiste, mais qui n'est pas axé que sur la droite réactionnaire, raciste et islamophobe, si tu veux. Oui, Comme d'accord. par exemple CNews. C'est-à-dire que ils vont draguer un peu enfin, ils vont avoir des populismes à géométrie variable, si on peut dire. Ouais, c'est ça, c'est bien représenté par le duo là, Truchot. Truchot et s'appelle Marshall. Merci. Truchot et Ah, Marshall. là, là, Les GG. Voilà, Les GG, les grandes gueules. ouais. Marshall. Non, non, Vraiment le c'est ça. populisme. C'est chez le vous, pas- populisme, voilà. À la dégaine de Marshall, Ouais. sa voix et Marshall, sa façon de CNews, parler. c'est une ligne mais- qui est beaucoup plus, j'allais dire, acérée, affûtée. Ouais, C'est ouais. vraiment la droite, catho, tradi, raciste. Ah ouais, Ça, Philippe on- Pétain, quoi. Non, mais ce matin, Non, c'était c'est vrai. ce matin, c'était un festival. Parce que, Ah ouais. Ce matin, c'était un festival. Ouais, mais Ah, ouais. ah, Juste, attends, je voulais juste dire un mini truc parce que j'ai entendu Yazid parler de Rami Abou Jamous. Abou Jamous et dire que notre nouvelle copine Khadija Toufi qui est venue il y a quelques semaines et d'ailleurs la vidéo est en replay donc vraiment allez la voir, elle est allez la voir, très c'est ultra intéressant et elle a sa chaîne YouTube, elle a lancé récemment sa chaîne YouTube et elle a un entretien justement en direct avec Rami. Ravi Abou Jamous. Voilà, j'ai pas envie de d'écorcher son nom. Donc, allez la voir, allez mettre des likes, allez donner de la force à la chaîne de Khadija. J'aimerais juste Bonne façon de s'informer. rajouter ouais. juste un truc sur toutes ces questions d'humoristes, de chaînes, etc. C'est que là, on a une diversité de chaînes, donc on nous vend la diversité d'informations et tout, mais en fait, il y a une uniformité de la ligne. Exact. Et surtout, le sionisme nous fait une guerre culturelle. Ouais. Faut le C'est- dire ah oui, oui. concrètement, et cette guerre culturelle impacte Il s'est imposé. Ouais. tout. C'est pas question fait. que les Arabes, c'est tout le monde. Les gauchistes qui aimaient bien France Inter, parce que Ouais. voilà, il y avait Bah je oui. sais pas, Barré, d'autres, ils partent. Ils sont chez Nova maintenant. Voilà, ils sont Ouais. chez Nova. Bah et ouais. d'ailleurs, quand même, qu'on pense du bien ou du mal de Mathieu Pigasse, en tout cas, la direction de Nova a dit qu'ils défendraient leurs humoristes. Oui. Ouais, et ils Voilà, le font, et là. ça, C'est- que pour ce soit l'instant, ils Jamie tiennent Le Schlag là-dessus, qui a hein. été attaqué, ça faut, Bah ouais, faut dire un mot. Ce serait quand bien même. dit, Et bah faut- non, mais je voulais finir par Voilà. ça, mais je laisse les Et les aussi autres. Emmanuel Barré, donc peut-être un mot sur Jamie Le Schlag. Mais sauf si quelqu'un voulait réagir à ce que tu venais de dire par rapport à Mathieu Pigasse. Pas pour Mathieu Pigasse. Non, pas par- Non, mais par rapport à ce que tu as dit, c'est que nous sommes dans une situation pas très confortable, en fait. Voilà. Pas très confortable parce que effectivement,
concernant l'idéologie sioniste. Je veux dire, elle s'impose partout. Or, nous avons passé des années et des années et des années à dire aux jeunes que non, il ne faut pas être complotiste, etc. Oh non, non, mais c'est vrai. Je sais ce que tu veux dire. C'est une thématique aujourd'hui. Mais oui, mais c'est la stricte vérité, parce que vous n'avez pas vécu ce qu'il y a eu auparavant. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on tombe de haut. Non, mais c'est la... Non, mais je veux dire, mais c'est la vérité. il y a des groupes d'intérêt qui agissent pour. Oui, alors ça, finalement, c'est pas parce qu'il y aurait le pouvoir d'une communauté, de la communauté. Pas du tout. On voit que le sionisme, et d'ailleurs, Francesca Albanese, elle l'a dit également, elle avait raison, c'est que le sionisme recoupe une somme d'intérêts des multinationales, de l'impérialisme, etc., etc. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être faut être très pointu et expliquer aux gens, parce que vu comme ça, quand les gens ne savent pas ce que c'est que l'impérialisme, d'accord. D'ailleurs, on parle malheureusement trop peu comme d'impérialisme, au niveau des analyses, etc. En fait, c'est les effets Mais ils ont l'impression sur la culture. Ils ont l'impression que c'est uniquement comme ça, parce que ce serait une force agissante, obscure. C'est pas parce qu'on parlait de complot. Quand on dit un complot, ce sont des gens. C'est un ensemble. C'est le mot qui est un peu chargé, quoi. Voilà, c'est un ensemble d'intérêts liés à l'impérialisme, bien évidemment. Oui, parce que s'ils acceptent d'être corrompus ou de recevoir de l'argent de la part de lobbies, c'est parce que ça va aussi dans leurs intérêts. Ah, mais Donc 526 sur YouTube. Star Trek, les. C'est le complot, hein. et surtout les armes. YouTube, c'est Un des liens principaux avec Israël, c'est le commerce des armes, qui est absolument essentiel. C'est un des commerces principaux de la France, et il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça veut dire que tant qu'effectivement on sera dans cette optique et qu'on ne va pas dénoncer vraiment l'impérialisme, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire, ça ne servira à rien de dire il faut combattre le sionisme, etc. Je dis une phrase, puis je laisse la fin à Samir pour cette partie. Ça me fait penser, à l'époque, on parlait du parti colonial. Oui. Donc c'est exactement ça. C'est un regroupement d'intérêts qui était pro-colonisation, etc. Mais là, du coup, c'est vraiment pro-impérialisme. Très bien vu. Et du coup, ils ont un des effets sur les médias. Ils mènent une guerre culturelle. Rappelle aux gens ce que c'était. Voilà, le parti colonial, c'était un ensemble d'organisations et aussi de personnes. Qui n'étaient pas constitués en parti. Voilà, qui n'étaient pas en parti, mais qui avaient tous une ligne commune et qui investissaient dans les colonies et dans l'Empire français. Et du coup, en fait, c'était toutes les personnes qui avaient des intérêts à la colonisation. Et du coup, ils avaient une influence très très forte à Paris. Donc, ils étaient regroupés en clubs, des fois, ils avaient des branches dans certains partis. C'est ça. Voilà. Et donc, ils pouvaient même être de partis politiques opposés, de droite et de gauche. Il y avait des gens de la SFIO, il y avait des gens de droite, des gens du centre, et tout ça constituait le parti colonial. Mais ils se retrouvaient à un point commun qui était la question de l'Empire colonial. De la même façon, voilà, exactement. Donc, voilà. Mais du coup, enfin, pour terminer, pour Jamil, quand même, qui était venu nous voir et le remercier, et puis on va continuer à le défendre. Mais on n'a même pas besoin de le défendre, parce que il est assez grand pour se défendre. Déjà, il est assez grand pour se défendre tout seul. D'ailleurs, on lui passe un salam, parce qu'il est au Maroc en ce moment, où il vient juste de rentrer, et il a fait plusieurs dates, notamment à Marrakech, à Casa, Triomphal, et vraiment il a kiffé, et il a fait ça juste après être passé par PDH. Il est au Maroc peut-être il y est encore. La route du Sud passe par Parole d'honneur. Tu vois, mais quand on dit aux gens on n'est ni de gauche ni de droite, mais du Sud, voilà, mais ils veulent pas nous croire. Parole d'honneur est la porte du Sud. Voilà. Et du coup, dans cette émission, il a fait quelques sorties assez, j'allais dire, comment dirais-je, humoristiques, drôles, et à la fois remarquées et remarquables. Et ça n'a pas manqué d'éveiller l'intérêt, de titiller un certain nombre de gens dans ce qu'on appelle communément la fachosphère. Hein. On va pas tourner autour du pot, c'est-à-dire un peu cette droite réac, islamophobe, raciste. Et bien sûr, tout ce qui vient de nous, en gros, c'est pas acceptable, parce qu'on n'est pas dans le bon cadre, on n'est pas le bon arabe, tu vois, bien soumis, bien docile. Donc ça leur plaît pas, et notamment ça ne plaît pas à monsieur Alexandre Allégret-Pilot, qui est montagnard. Je donne sa bio Twitter, qui est montagnard, député et entrepreneur. Voilà, tout un programme, et notamment il est c'est pas son métier, en première ligne. Mais notamment il est en première ligne face à l'extrême gauche. Voilà, et en fait c'est un député ciotiste, donc proche d'Éric Ciotti. Et suite à notre émission, donc celle de PDH, où il y avait l'excellent Youssef l'incroyable émission, notamment l'incroyable émission de Jamil Le Schlag, on est déjà à plus de 40 000, les gars. Il faut le savoir. 40. Eh bien, le député a sorti en gros une séquence
Il a déclenché un article 40. Voilà, il a déclenché un article 40. Voilà, alors en gros, dans cet article 40, je peux le lire rapidement. Vas-y. Signalement de faits susceptibles de consister une infraction. Article 40, donc c'est un haut fonctionnaire ou un élu qui signale, qui saisit le procureur d'un fait. Voilà. Comme le révèle un article publié sur le site Entrevue, l'humoriste Jamil Lechlаг déclare ne travailler qu'avec des Arabes et des Noirs. On parlera rapidement du fond et de la forme dans son émission, dans le but de donner la place à des Arabes et des Noirs, la personne blanche y étant pour le quota. Voilà. Donc, ces propos tenus publiquement dans le cadre blablabla. Les blancs, c'est la diversité. Sur le média militant. Parole d'honneur amène à s'interroger sur une possible discrimination fondée sur l'origine ou la couleur de peau. Rien que ça. Venant d'un député de Ciotti qui s'associe au Rassemblement National, ça manque pas de sel. Extraordinaire. Ça manque pas de sel. Et, ils sont nés avant la honte. Comme une provocation. Non, ils sont nés avant la honte. C'est-à-dire le mec qui s'associe avec un parti créé par des néo-nazis et il vient nous donner des leçons d'antiracisme. Révélé par Entrevue. Hein, c'est magnifique, en sachant qu'encore aujourd'hui... Farouchement démocratique. Encore aujourd'hui, tu as régulièrement des élus de leur camp qui sont chopés pour des saluts nazis. Là, récemment, un mec qui avait une page secrète sur Instagram où il faisait vraiment des apologies du nazisme. Mais il y a un mec qui a une librairie négationniste. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire Vardon qui était dans un... Philippe Vardon qui était dans un groupe de punk néo-nazi. C'est assez incroyable de venir nous chercher. Gars, vraiment, t'as pas tapé à la bonne porte, on te le dit. Vraiment, parce que maintenant... Nous aussi, on a les doses. Hein. Voilà, non, mais... donc, voilà. Donc, sur l'origine... Mais attention, parce que c'est possible. Hein. Je vais vous dire... Ces faits, s'ils sont avérés, me paraissent ainsi susceptibles de recevoir la qualification de, tenez-vous bien, discrimination à l'embauche et provocation à la discrimination à l'embauche. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que Jamil est DRH. Provocation publique à la discrimination raciale. Alors déjà, je pense que vous avez tous plus ou moins vu on va dire les vidéos, tout ça. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, sur le fond, sur la forme. Non, c'était pas un média décolonial, c'est un média militant. Voilà, nous, on a un média militant. Je dis ça pour Analine 69. Tu dis quoi par rapport on rigole comme ça. Ouais, on rigole, mais c'est pas drôle. Sauf qu'en 2007, une certaine militante du PIR, Ouria Boutelja, pour ne pas la nommer, a été poursuivie en justice. Ouria B, parce que peut-être qu'elle souhaite peut-être garder l'anonymat. Sait-on jamais. HB. HB, non, pas HB. Ouria B. A été poursuivie en justice pour avoir utilisé l'expression sous-chien. Ah oui. Et ceux qui la poursuivaient en justice, c'était une certaine association qui s'appelle La Griffe. Vous avez compris, La Griffe. Ah ouais. C'est, en gros, dirigé par un certain Bernard Anthony, qui est un dissident du Front National. J'ai trouvé que le Front National était trop mou, et notamment sur la question religieuse. Et il reprochait au Front National d'avoir accepté la loi sur l'avortement. De ne pas être assez islamophobe. Voilà, finalement, d'avoir accepté la loi sur l'avortement. Non, islamophobie, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir accepté la loi sur l'avortement et puis d'avoir pas assez tradit, pas assez catho. Voilà, pas assez catho. Pas assez catho. Il y a un moment, le Front National. Ouais, d'accord, pardon. Et donc, tout le monde a rigolé sur le coup. La Griffe, en plus, vous voyez un peu le nom. C'est-à-dire que c'est là-bas que vous retrouvez carrément. La cagoule, carrément, on a les refs, la droite du parti d'Hitler, quoi, tu vois, en quelque sorte. Et donc, tout le monde a rigolé, comment sous-chien, les gens ont dit, mais Marine Le Pen elle-même a utilisé l'expression sous-chien en se revendiquant d'être sous-chien. Le grand débat, c'était de savoir s'il y avait un tiret entre sous. Voilà, et Finkielkraut, et évidemment, l'immanquable Caroline Fourest, comme d'habitude, le couple maudit, eh bien, les deux ont prétendu, Finkielkraut, parce que c'était une émission de radio, qu'il a entendu le trait d'union entre à l'émission, c'était chez Tadei. Non, pas du tout. C'était à France. Oui. Non, c'est là, il parle de Finkielkraut. Lui, il parlait. Oui, mais oui, bien sûr. Oui, ça a été dit. Quand on le dit, c'est sur Tadei. Oui, c'est sur Tadei, il n'y a aucun problème. Mais sur France Culture, à l'émission de Finkielkraut, où il reçoit, etc., eh bien, il dit, et je crois que c'était avec Fourest, eh bien, il dit, on a entendu le trait d'union entre sous et chien. Donc l'idée était de dire qu'en fait, elle disait que les Blancs sont des sous-chiens, en dessous les chiens.
Ça, on rigole comme ça. On dit, mais c'est pas possible, ils vont quand même pas croire cela. C'est énormité. Eh bien, il y a eu un procès, il y a eu un appel, il y a eu une cassation. Ouais. Faut pas, Ils ont été faut au pas bout de la sous-estimer. procédure, quoi. Ils ont perdu les 3 Oh, procès. les archives. Cette accusation absolument incroyable, elle aurait dit sous chien. Vous vous rendez compte? Et que cela pouvait constituer une insulte dans ce cas-là. Après, elle a gagné son procès. Moi, Les 3 procès, elle a le droit de gagné. dire sous chien. Vous avez le droit de dire sous chien, légalement. Super. Voilà, mais franchement, moi je pense que non, mais c'est comme un geste, tu vois, c'est comme le coup de boule de Zidane. Ça appartient à Zidane, quoi. C'est-à-dire, c'est un geste, voilà, une fulgurance. Et pour moi, cette fulgurance appartient à Auria. Mais Bref. mais non, mais ce que dit Youssef est hyper important. Et bien même sûr, si ce sont des fachos, non, et bien sûr qu'il ne faut pas sous-estimés. prendre ça, j'allais dire comme ça, balayer ça d'un revers de main. C'est une attaque. Je veux dire, l'extrême droite s'organise, l'extrême droite fourbit ses armes, je crois qu'on dit ça comme ça, et bien sûr qu'il faut observer ça. Mais voilà, il ne faut pas, et que tu le disais tout à l'heure aussi, il ne faut pas pour autant s'auto-censurer. Là, nous, on est sur PDH, on reçoit des personnes, des personnalités, des penseurs, bref, des différents types de personnes qui viennent et qui s'expriment. Je veux dire, on a aussi, on fait attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, etc. Mais à un moment donné, là, on est dans un cadre humoristique, on est dans un cadre, comme on dit nous, chill, d'accord ? Et vraiment, aller trouver, tu sais, un biais raciste dans les propos qui ont été tenus, c'est super pervers, parce que c'est vraiment aller chercher la petite bête, et d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, quand on provient de formations politiques qui ont comme, j'allais dire, dans leur ADN, le racisme systémique, la xénophobie, c'est-à-dire à travers la préférence nationale, des tas de sympathisants, de militants et d'élus qui sont connus et qui ont été condamnés pour des faits de racisme. On rappellera le jeune Comorien qui avait été tué à Marseille par les couleurs d'affiche du FN. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, tu vas me dire ça, mais le monsieur qui avait été jeté dans la Seine le 1er mai. Bouharam, il s'appelait Bouharam, je crois. Bouharam, je voulais pas chercher son nom. Bachir Bouharam. Non plus. Enfin, on va dire tout un tas d'événements qui ont émaillé l'histoire du... Bien sûr. À Liziri, à Argenteuil, etc. L'initiative, ça vient de l'OAS, quoi. Enfin, faut le dire. Oui, bien sûr. Qui ont émaillé l'histoire de ces mouvements. Donc c'est quand même assez, j'allais dire... assez culotté, tu vois, assez culotté. Et moi, je dis bravo à Jamil, parce que quand il a appris la chose, franchement, comme disait Chirac, enfin non, je vais pas le dire, voilà, sans faire bouger l'autre. Ouais. Et vraiment, c'est-à-dire stoïque. Et à un moment donné, je crois, et j'espère qu'il fait partie de ces gens et ses camarades aussi, qui disent, là, on va rentrer dans une séquence quand même politique très grave. Très grave. Et si nous, on s'empêche de faire des blagues, après, on a le droit de trouver ça drôle, pas drôle, tu vois, mais si on s'empêche de faire des blagues et qu'on empêche aussi les gens comme nous d'avoir un peu cette respiration, tu vois, parce que ça fait du bien. Youssef, la soirée avec Jamil. Ah, c'était extraordinaire. On est d'accord. On le salue vraiment parce que c'était vraiment extraordinaire. Cet échange sur le côté, l'oralité. Oui, tout à fait. On a exploré vraiment tout cela. Et vraiment, et là, c'était génial. Je vais pas tendre la main parce que j'aimerais la tendre ailleurs que vers sa propre main à ce monsieur, mais c'est dire à ces personnes. Vraiment, essayez d'élever un peu votre niveau, tu vois, parce que là, aller chercher des pouces sur un truc comme ça, je trouve ça réellement pathétique, tu vois. Maintenant, si ces gens-là, ils ont un problème, par exemple, avec des médias décoloniaux, militants, comme ils disent, venez, débattons, tu vois. Débattons, il y a les réseaux, il y a tout ça. Mais là, le débat, franchement, ça les intéresse pas. Voilà, non, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, je trouve qu'il y a une sorte d'indirect, tu vois, il y a une sorte d'indirect qui est pas, qui non seulement est pas très classe, mais ça, on n'attend pas de leur part qu'ils aient de la classe, mais en plus, qui tapent complètement à côté. Oui, en plus, là précisément sur le truc de Jamil, c'est vraiment leur folie de racisme, enfin, pas folie, ils essayent de pousser le truc du racisme anti-blanc, quoi. Et de discrimination. Genre, il y aurait des discriminations à l'embauche contre les personnes, vas-y, les personnes blanches. enchaîne.
Et donc, alors que toutes les études démontrent qu'aujourd'hui, s'il y a une discrimination, c'est contre les non-blancs, logement, travail, là, toutes les catégories de la société, voilà, même devant la police, au moment des contrôles, etc. Ouais. Voilà, et puis même, ça va jusqu'à la mort, on a vu, on en parlait tout à l'heure. Bon, le racisme anti-blanc n'existe pas, tout simplement. Oui, et puis le racisme, de toute façon, c'est pas une idée, c'est pas juste une discrimination, Voilà. c'est pas ça la question, c'est un système qui a une histoire, etc. Et enfin, les blancs n'ont pas été colonisés, et c'est la colonisation en partie qui a quand même fabriqué le racisme, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, l'extrême droite a besoin de produire des victimes. Tu veux dire un truc Vas-y. Bah viens. Attends, Non, mais on t'entend. on t'entendra pas, faut que tu viennes. Viens. Allez, viens. Bien. Mais juste, je termine et puis tu parles. Mais du coup, viens, mets-toi au micro. Mais du coup, c'est que l'extrême droite a besoin de quand se même. victimiser, en fait. Ils ont besoin de se créer une figure de martyr parce qu'en fait, là, ils sont en phase d'ascension, ils gagnent tout. Et du coup, ils ont besoin de créer. Oula, Erreur technique. Et du coup, c'est pour ça que là, Jamil Le Chlak, c'est un peu une opportunité pour eux de participer à ces stratégies de victimisation des Blancs, comme quoi, en fait, c'est irait mal. Alors qu'il y a des vrais problèmes qui touchent les Blancs, mais c'est pas ces questions-là. Ça va être plutôt des questions, d'une manière générale, de précarité généralisée dans l'ensemble de la population, qui touche davantage les Noirs et les Arabes, mais aussi, comme disait Lida, question de déclassement. Ouais. Voilà. Et voilà, mais du coup, vas-y, Jamel. Ouais, je voulais juste te dire, ajouter par rapport à ça, dans son. Jamel Le Chig. Je voulais ajouter sur le, je crois que c'est une publication de. Sur Twitter, non, le fameux parlementaire. Monsieur de. Ouais, alors de Redouane. il va faire une démonstration de la pertinence de son propos en faisant un renversement de stigmate. Voilà, il fait. Alors il parle de racisme anti-blanc, voilà. Mais il embarque avec les Asiatiques qui n'ont rien demandé. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'as raison. Donc voilà, ils n'ont rien demandé, donc très souvent, c'est une forme de racisme asiatique qu'on connaît et qui, voilà. Ce qu'on appelle le racisme positif. Voilà, en disant que voilà, sous-jacent, c'est que le message sous-jacent, c'est que les Asiatiques sont intégrés, dociles. Le philo-asiatisme, comme le philo. Ouais, mais c'est des trucs de renforcement du facteur philo-sémitisme, le philo, portuguésisme. Ça me fait penser à. Ouais, non, mais t'as raison, parce que, en fait, il a fait un retournement de stigmate. Tu vois, un truc par l'absurde en disant dans mon émission, mon objectif c'est de donner la place à des. Ah, pardon. Dans mon émission, mon objectif c'est de donner la place à des blancs et des asiatiques. D'ailleurs, il n'y a que des blancs et des asiatiques. Il y a une noire pour le quota. En fait, il a repris le texte de Jamil en l'adaptant à ceux qui ne seraient pas cités. Parce que nous, on resterait que entre nous et que les autres seraient exclus. Mais c'est juste ridicule, en fait. Je suis dans ma jalouse, ton chips. Ça me fait penser à un autre influenceur d'extrême droite qui est Julien Rochdy, qui a récemment dit maintenant il faut accepter qu'on ait des blancs et qu'on ait des victimes parce qu'on est des petits blancs, des blancs, etc. Tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là, mais c'est la même chose chez les sionistes, d'une manière générale, c'est s'imaginer en victime. Alors qu'ils dominent totalement la situation, là, ils sont en train de gagner quasiment tout, et pourtant. À la fin, dans leur tête, ils perdent, entre guillemets. Après, bon, là, sans aller trop loin non plus, en tout cas en Israël, c'est quand même la source de la pensée génocidaire. C'est eux ou nous. Oui, non, mais... Je laisse ça comme ça. Non, mais moi, je trouve que tu vas pas trop loin. C'est-à-dire qu'on est toujours... On n'est pas forcément au même stade, de la brutalité raciale. Mais c'est des étapes. C'est des étapes. Et à un moment donné, si en face, on n'apporte pas des réponses politiques, si on ne s'organise pas suffisamment pour pouvoir justement, soutenir nos frères, nos sœurs et nos camarades, je mets tout le monde dans le paquet, je pense que pour moi, c'était indispensable aujourd'hui de prendre du temps pour en parler, tu vois. Et de la même manière qu'on prend du temps pour parler des personnes qui sont criminalisées pour leur soutien à la Palestine. Je pense bien sûr, par exemple, à l'imam Ismail, qui était la semaine dernière avec la mosquée des Bleuets devant le Conseil d'État. Vraiment, excusez-moi, je fais du teasing pour la chaîne YouTube de PDH, mais là, banger, les gars. Banger, Youssef. On était avec Maître Guesguez, le président Issa et Ismail. Et tout ça, ça va ensemble. Tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où toutes les voix contestataires sont vraiment matées. Enfin, on tente d'être matées. Et
il nous appartient j'allais dire, de serrer les rangs et de nous serrer les coudes. Juste pour rebondir à Yazid, du coup, non, ce que... Je crois qu'il a voulu. Ouais, moi je voulais faire juste une petite parenthèse. Vas-y. Parce que toi tu dis peut-être que je vais trop loin dans la comparaison. Bon, en effet, on sait très bien qu'on n'est pas du tout au même stade. Mais en fait, c'est une comparaison que nos dirigeants font par eux-mêmes. Donc, quand Netanyahou, à un moment où Netanyahou était venu en France à la télé, il a dit explicitement, moi ce que je veux faire à Gaza, c'est la même chose que ce que vous faites avec vos banlieues en France, quoi. On a le même problème. Non. Il avait dit, c'est comme si avoir le Hamas à Gaza, c'est comme si vous aviez Daesh dans les banlieues. Dans vos banlieues. Mais non, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, il dit, on fait le boulot à votre place, nous sommes dans le camp, le camp de la lumière contre le camp des ténèbres, etc. Mais oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est la question du fascisme, mais en fait, c'est aussi la question de la colonialité. En fait, c'est que en France, il y a une colonie de l'intérieur. D'une manière générale, c'est les Noirs et les Arabes. Géographiquement, on va dire, c'est les quartiers. Et donc, il y a un traitement colonial de ces populations-là. Et en fait, du coup, c'est logique, même si elles n'ont pas la même intensité, évidemment qu'elles n'ont pas la même intensité de ce qui se passe en Palestine. Bien heureusement pour nous, malheureusement pour les Palestiniens. Un débat qu'on a eu pendant 15 ans à PDH, entre nous et l'État, quoi. Voilà. Mais du coup, ça n'empêche pas qu'il y a une conjonction d'intérêts et même une matrice idéologique commune entre les sionistes et l'extrême droite. Il y a des vases communicants qui sont extrêmement forts, même si les situations, les contextes sont différents. Je dirais même qu'il y a des valses communicants. Ah, merci, c'est tout pour moi. Non, mais c'est comme ça, un petit truc humour, tu vois. Voilà, je voulais quand même en faire une petite, quoi. Mais c'est intéressant. Je te dis si je t'emmène. Je te jure. Ce qui est intéressant, c'est que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le parti colonial. C'est vraiment ça, c'est ce parti colonial qui est en train de triompher. Pourquoi je dis ça ? Parce que pendant longtemps, on nous a opposé l'idée qu'on ignorait la lutte de classe. Et pendant longtemps, la critique principale qui était opposée aux antiracistes politiques, c'était le fait qu'effectivement, ils ignoraient la lutte de classe. Et il y a eu une sorte, c'est pas écharpé, hein, mais il y a eu pendant toute la période du pire, depuis 2005, etc. C'était ça le grand débat. Les gens nous reprochaient, oui, vous ignorez la lutte de classe. Alors je peux dire des noms, hein, notamment entre autres avec le Monde Diplo, avec des gens comme ça qui nous reprochent, on va pas citer les noms précisément, mais avec d'autres organes de presse, avec des gauchistes aussi, avec des gens du NPA et autres. Ils nous reprochaient, non, vous, les indigènes de la République, vous ignorez la lutte de classe, etc. C'est quand même la lutte de classe qui est le fondement. Or, on voit que la question coloniale, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus colonial que la question du sionisme, là, c'est précisément, est vraiment sur le devant de la scène. Donc, évidemment, ça concerne la Palestine, mais pas uniquement. On est dans une phase de recolonisation du monde, où Trump recolonise l'Amérique latine, etc., etc. On reconnaît, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a même plus de phare. Donc, ce que je veux dire, ceux qui ont uniquement ce logiciel et qui s'imaginent ce qu'on appelle le privilège blanc, hein, bon, on l'a quand même expliqué, on ne va pas revenir dessus, hein, je veux dire, c'est quand même des faits avérés. Comment et même s'il est blanc entre guillemets, alors c'est blanc entre guillemets, hein, pour ceux qui... Ce sont des catégories politiques. Des catégories qui n'ont rien à voir avec la couleur. La biologie. Voilà, non, les races n'existent pas, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui pensent qu'on est au premier degré. Oui, c'est ça, c'est fatigant. Moi je dirais, Youssef, elles existent sociologiquement. Faut le dire, voilà. Alors, oui, politique, au plan politique. Alors, politiquement. Et bien, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai hâte qu'ils fassent leur aggiornamento, ces gens-là. Parce qu'il faut quand même se réveiller. Mais vous savez, le problème, c'est qu'ils ne l'ont toujours pas fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils repartent comme en 14 en disant lutte de classe, vous racontez n'importe quoi avec la question du racisme. Mais non, justement, l'impérialisme, alors c'est pas parce qu'il y a des méchants colonialistes, des méchants sionistes, hein, on l'a dit, l'impérialisme aujourd'hui est dans une phase de recolonisation parce qu'il n'a plus d'obstacles devant lui. Et quand je dis l'impérialisme, hein, c'est pas la peine que certains gauchistes viennent me dire non, il y a les impérialistes. Non, c'est pas vrai. Il y a l'impérialisme, c'est Trump, c'est l'Amérique, hein, et fermez-la, d'accord ? Parce que non, mais attendez. Non, il y a des impérialistes. Ah, la Chine aussi. Arrêtez votre cinéma. C'est Trump. Et Netanyahou, mais ça pourrait être... Et l'Union européenne. Hein. L'Union européenne, bien évidemment. Trump avec ses acolytes, hein, ses satellites. Ses petits valets, quoi. Ces satellites qui reconfigurent le monde de façon totale, exactement comme au 19e siècle. Alors arrêtez avec votre démocratie, arrêtez avec votre lutte de classe. Non pas que ce soit pas important, au contraire, c'est plus important que jamais. Mais la lutte de classe, aujourd'hui, est adossée à la lutte de race, entre guillemets, hein, je veux dire, au colonialisme. Tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe. L'un fonctionne avec l'autre. Il a Ouais, en plus de ça, c'est pas mon idée, hein, c'est Ouria, quand elle est intervenue à Historical Materialism, elle parlait de ça.
Elle disait, en plus ça, la non prise en compte du système racial, etc., par les organisations de gauche pendant très longtemps, ça a aussi fabriqué une lutte des classes en France qui est contre-révolutionnaire, puisqu'en fait elle est une préservation des acquis de l'impérialisme et de la blanchité, et un truc qui a renforcé le pacte racial en partie, en liant de manière systémique la classe ouvrière blanche à sa bourgeoisie, quoi. Donc il y a aussi un truc même dans leur intérêt politique, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ont renforcé le pacte racial. Ils ont renforcé le pacte racial. Et on aboutit à ces scores du RN. Ça tombe pas du ciel. Ces scores du RN sont dus au fait qu'il y a eu un énorme hiatus, la volonté de ne pas voir, de ne pas prendre en compte cette question entre guillemets raciale, encore une fois, d'accord ? Ouais, et ça devient, alors que là, ça devient une contradiction quand même. Enfin, c'est pas que ça devient, mais là, c'est quand même évident que c'est une contradiction principale. Bien sûr. Et de toute façon, même il y avait Félicien Faury, il avait fait une étude là sur le vote RN. Et qui débunkait en partie en fait l'idée que c'était des gens qui se trompaient par rapport à l'économie, genre qui selon les gauchistes, un fasciste, quelqu'un qui vote facho. En fait, ils sont pas racistes. C'est celui qui se trompe de colère. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait l'économie. Voilà. Et de Ruffin, ça, non ? Oui, totalement. Lutte ouvrière disait ça. Non, mais c'était la stratégie de la gauche pendant 20 ans là, de dire ok, ils sont pas racistes. C'est pas une question de race, c'est une question de se tromper sur la colère sociale, etc., etc. Donc il ne faut leur répondre que sur l'augmentation des salaires, sur la sécurité sociale, etc. Si on fait le SMIC à 2000 €, c'est bon, on est sauvé. Chill. Donc voilà, et là, ce que cette étude notamment elle montrait, c'est que non, en fait, ils sont racistes, quoi. Enfin, et c'est dommage, mais ça veut dire que c'est bien cette question du pacte racial qui est centrale. Et on l'a vu aussi de façon pendant la campagne. En tout cas, ils sont traversés par des affects oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est pas en mode, c'est pas une naissance, ils sont pas racistes. Ils peuvent encore changer, on espère bien d'ailleurs. On espère bien qu'ils puissent changer. C'est pas leur faute individuellement, c'est pas une question. Non, c'est un système. C'est un système qui les conduit à cela. Oui, c'est un système qui les conduit à ça. C'est une sorte de bisutage. Ça va, mais on l'a vu. Ça se passe bien, c'est l'émission de ça. Tranquille. Du coup, aussi, on a vu ça parce que quand le RN faisait campagne, très, très rapidement, quand ils ont compris qu'ils allaient peut-être avoir le gouvernement, ils ont abandonné le fait d'être contre la réforme des retraites ou des trucs comme ça. En gros, ce que la gauche en fait appelle le vernis social du RN a été abandonné hyper rapidement. Or, leurs scores n'ont pas baissé. Donc c'est bien que c'était pas parce que le RN fait campagne sur des trucs sociaux, quoi. Totalement. Totalement d'accord. Et l'autre élément qui a joué dans ce sens-là, c'est la chute de l'URSS. Je tiens à le dire parce qu'on non, mais oui. Non, mais c'est que il n'y a plus de rempart à l'impérialisme. Mais oui, l'impérialisme avait un concurrent. Alors on peut aimer, ne pas aimer, mais il avait un concurrent. Il avait peur de ce concurrent. L'équilibre de la terreur. Oui, et c'est cette peur du concurrent qui a fait. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on revienne dessus. Et avec un certain aussi qui a écrit des choses sur la Chine qui est très intéressant. Je vois de qui tu parles. D'accord. Björn Baumer. Benjamin Björn. Ouais, très très intéressant parce qu'effectivement le bilan n'est pas celui qu'on nous annonce. Hein. Bon voilà. Donc tant qu'il y avait l'hypothèque soviétique, eh bien l'impérialisme avait très peur. Il était contesté et c'est ce qui l'a forcé à mettre en place, à lâcher du lest, à laisser que s'installe la social-démocratie, notamment en Scandinavie et autres. Non mais c'est très important de le dire. Et là, il n'y a plus du tout de garde-fou. La vérité est là. Est-ce qu'on a encore un truc à rajouter sur Jamil ou Moi, je dis on passe à... Ok. Non, franchement, je pense que c'était bon. Très bien. Bah du coup, un autre... Si. Ah, vas-y. Allez voir le spectacle de Jamil Le Schlag au théâtre de la Seine parisienne. C'est tous les vendredis et tous les samedis. Tu touches combien Et franchement, je touche rien. Bon, après, il y a une petite place qui peut glisser une fois de temps en temps, on va pas se mentir. Mais par exemple, mes neveux et mes nièces, ils sont allés. C'est formidable. Ils ont payé leur place. C'est formidable. Je tenais à ce que il n'y ait pas de mais en tout cas vraiment c'est premier degré, c'est un bon spectacle. C'est grave marrant. C'est très très drôle. C'est pour toutes les les générations. Ouais. Voilà, super kiff. Donc allez-y, donnez de la force. Allez-y en famille. Également aux trois autres loulous, Aymeric Lompré, Guillaume Meurice et Pierre-Emmanuel Barré. Ouais, évidemment, soutien. Voilà, donner de la force à Radio Nova, quoi. Et toute la team des grands remplaçants. Et toute la remplaçants. team, bien sûr. Adèle Fougazi, Marinella, Sarah Lélé, Maïs Gardin, par ailleurs, oui. Voilà, Gardin. Excuse-moi, Tous les gens qui tiennent debout. Il n'est pas qu'à Paris, il est aussi en province. Pour ceux qui sont en province. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Ils sont partout, dans les campagnes. C'est le grand remplacement. Du coup,